Bonjour à tous, salut les amis de l'Afterlab, je suis triplement ravi aujourd'hui de vous retrouver. Parce que je vous propose l'épisode 93 de l'Afterlab, le podcast du sport auto, donc ça évidemment on ne se prive pas de ce plaisir. 2, parce qu'on va parler du Grand Prix de France de Formule 1, moi j'ai trouvé que le Grand Prix avait été formidable. Et 3, parce que Tristan Gomandi est avec nous, et mon ami Tristan, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu en direct là, je peux vous le dire franchement. Il y avait eu Skype durant tout l'hiver à cause des confinements, des virus, tout ça qui n'en finit pas. Là, ça s'améliore et je peux enfin rencontrer Tristan. Comment tu vas, Tristan? Très bien, très bien. Ravi d'être là avec toi aussi, parce que c'est vrai que ça a été long un peu, ces histoires-là, vite. J'espère qu'on va vite en sortir. Bon, écoute, en tout cas, grand plaisir donc à te retrouver avec une petite vidéo qui sera mise sur la chaîne YouTube de l'Afterlab parce que évidemment là on a ressorti les caméras pour immortaliser ce moment, même si avec Skype c'était facile, ça revenait au même. Mais enfin bon, là on sait qu'on se rencontre et je t'en remercie beaucoup Tristan, surtout que je crois savoir que tu as eu une journée épouvantable. Enfin, tu n'as pas dormi depuis 48 heures ou presque. C'est pas épouvantable, mais assez chargé. C'est-à-dire que cette nuit, j'étais en essai en Espagne. Donc, c'est dingue ça. Tu as roulé de nuit là. Je te cueille pratiquement au retour d'Espagne où tu as roulé. Oui, j'ai pris ma douche en arrivant qu'ici parce que j'avais pas le temps. Donc, on était en essai à Motorland. Donc, il a Très Le Mans, je suppose ou Oui, c'est un peu. On avait sur un tracé de circuit avec une très grande ligne droite avec le kit aérolement. Il n'y a pas de secret particulier. On était effectivement en essai pour préparer un petit peu Le Mans, préparer également Monza dans 2 semaines. Donc tout ça, c'est des hautes vitesses. Donc on avait besoin de faire quelques tests. Et donc on était cette nuit jusqu'à 2h du matin en essai. Et donc j'avais un avion à 7h. Et comme on sait qu'il y a à peu près 3 heures entre le circuit et l'aéroport, je suis descendu de la voiture, transpirant, je me suis changé, j'ai fermé la valise, je suis parti, j'ai fait 3 heures, pris l'avion, arrivé ce matin. On te remercie encore plus alors de ta disponibilité. Mais pas du tout, c'est un grand plaisir, c'est pour moi. Non, impressionnant, là, rouler de nuit, puis se prendre l'avion, tout ça, bravo Tristan. C'est un entraînement des 24 heures. Oui, c'est ça, voilà, allez. Alors si tu veux bien, donc on va se repencher sur ce Grand Prix de France. Où tu te souviens, on l'a suffisamment dit, mais allez, on le redit une dernière fois, il y a 2 ans, ça avait été le Grand Prix le plus ennuyeux de la saison, avec Abu Dhabi comme d'habitude, mais où il s'était rien passé, ça avait été une balade de santé pour les Mercedes. C'est pas resté dans les annales. Voilà, 2020 ça a été annulé, ok, et là on revient au Castellet, et on a un Grand Prix fabuleux. Mais pourquoi on a un Grand Prix fabuleux? Je pense que tu es d'accord avec moi, c'est bien parce que là on a la vraie opposition qu'on attend depuis tant d'années entre 2 équipes, et à l'intérieur de ces 2 équipes, entre 2 pilotes qui sont au sommet de son art. Là, c'est fabuleux le duel auquel on assiste. Oui, bien sûr. En fait, on retrouve un duel qu'on a rarement eu finalement ces dernières années. Et on n'a plus la domination de Mercedes et par conséquent plus la domination d'Hamilton. Et c'est vrai que je pense que il y a plusieurs points. Je pense que les Red Bull ont fait un step en avant. Et Mercedes ont quelques soucis de compréhension en ce moment sur 2-3 points techniques. L'un et l'autre s'additionnant, finalement, Hamilton, tout le talent qu'on lui connaît, n'arrive plus à faire suffisamment la différence, même si il crée encore l'écart avec son équipier. Et ils sont 2, effectivement, Verstappen et Hamilton sont vraiment, ils prennent le pas. Même si Pérez est tout à fait est top et fait un super boulot, mais c'est vrai que c'est l'opposition, comme tu le dis, qui fait que c'est devenu, j'ai envie de dire, pas seulement que le Grand Prix de France, mais c'est vrai que l'opposition des 2 constructeurs et des 2 pilotes, c'est vraiment extraordinaire à voir. La dernière fois que tu es intervenu dans l'Afterlab, c'était à Monaco. Donc il y a 3 Grands Prix de cela. Tu te souviens, on avait vu une performance transparente d'Hamilton, 7e. Oui, c'est vrai. Bottas, catastrophe, avec en plus un arrêt au stand, évidemment qu'il l'avait foutu dedans, puisque le feuilleton s'était terminé 3 jours plus tard. T'as appris, ils n'ont toujours pas réussi à enlever l'écrou. Bakou, écoute, tu n'étais pas intervenu, mais tu as vu comme moi que Mercedes, Bottas nulle part, et Hamilton qui se plante à la surprise générale, même si Verstappen lui aussi était allé dans le mur, mais Red Bull reprend le flambeau et gagne grâce à Pérez. Donc on en est quand même à 3 victoires consécutives pour Red Bull, et avec une tendance qui semble s'affirmer.
ils sont un peu au-dessus de Mercedes. Non, mais c'est une tendance qui se confirme depuis 3 Grands Prix maintenant. Donc, bon, est-ce qu'on doit s'en réjouir ou s'en affoler pour Mercedes? En tout cas, nous, on peut que s'en réjouir parce que ça crée vraiment une opposition. Et finalement, on le voit, ça se joue dans les derniers tours. Finalement, c'est d'autant plus beau parce que ça pousse et on voit que même si ces deux pilotes, et je parle de Verstappen et Hamilton, deux pilotes exceptionnels, on voit que poussés à bout dans leur dernier retranchement pour aller chercher, finalement, on retrouve la partie humaine qui parfois disparaît et on s'aperçoit que ces deux monstres que sont quand même ces deux pilotes, ça part à la faute, ça fait des erreurs et les équipes, elles aussi, peuvent commettre des erreurs et c'est ce qui rend, depuis 3 Grands Prix là, vraiment des Grands Prix exceptionnels qu'on n'a pas vus depuis très très longtemps. Là, franchement, je ne me rappelle pas depuis quand il y avait vraiment une bataille à couteau tiré comme ça, que ce soit par les constructeurs ou par les pilotes. Alors je te propose de revenir un petit peu vraiment dans le déroulement précis de ce Grand Prix de France et de reprendre les étapes les unes après les autres et que tu me dises ce que tu en as pensé. Le départ, Verstappen est en pôle, super, et il se plante, enfin il se plantouille, au premier virage. Ouais. Toi, pilote, qu'est-ce que tu imagines qu'il ait pu penser? Qu'il avait fait la connerie qu'il fallait pas commettre et que c'était foutu? Qu'il avait ouvert la voie à l'adversaire? Non, c'était pas foutu. C'est pas foutu à partir du moment où il récupère l'auto. C'est le grand avantage quand même qu'il y a au Castellet, c'est qu'effectivement il peut couper le turn 2, revenir sur la piste. Je trouve qu'il a quand même de la chance. Je pense que Bottas a dû lever parce qu'il a dû le voir arriver Verstappen comme une balle. Et je pense que s'il lève pas, je pense que les deux ça s'accroche. Donc là-dessus, Verstappen a quand même de la chance de ne pas se retrouver derrière Bottas. Bon après, je pense que c'est assez simple, c'est qu'il en a mis un peu plus. Tout le monde, et évidemment sur les 4 premières lignes, tout le monde se met à la limite par rapport aux pneus parce que les pneus ils ont fait le tour de chauffe, mais enfin c'est quand même au ralenti. Que les premières lignes, on le sait, le temps que la dernière ligne se place, les pneus baissent de température, le niveau de grippe baisse. Et il y a toujours un moment un peu chaud dans les 2-3 premiers virages pour surtout les premières lignes qui ont attendu. Donc les pneus sont plus aussi chauds que ce qu'il était. Bon, Verstappen, il a tout simplement essayé de garder de la vitesse. Franchement, c'est pas grand chose, mais il prend un coup de snap, un coup de survirage au moment du point de corde dans le premier gauche. Bon, il récupère correctement et effectivement, ça ouvre la porte à Hamilton. Là où c'est vrai que ce qui est pas étonnant, mais il avait vraiment bien 15 mètres d'avance, je pense, sur Hamilton, donc il n'avait pas besoin finalement de se mettre limite comme ça, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils sentent qu'il va falloir tellement donner et être à 102, 104% tout le Grand Prix, que finalement, même quand il n'y a plus trop besoin ou qu'il pourrait manager un peu, il a été chercher les derniers dixièmes dans le premier virage. Bon. On ne peut pas reprocher, oui c'est une faute, mais enfin on ne peut pas lui reprocher ça. Alors la situation à ce moment-là se normalise, Hamilton a donc pris le pouvoir, Verstappen évidemment a su au moins préserver sa deuxième place et ne lâche rien, et Bottas suit, les trois sont vraiment groupés et même Pérez est un peu distancé. Ouais. C'est un Grand Prix qui est annoncé à un arrêt au stand pour tout le monde. La surprise vient que c'est Bottas qu'on arrête le premier chez Mercedes, aussitôt après Red Bull se cale sur cette stratégie Mercedes, mais on attend 2 tours supplémentaires pour faire arrêter Hamilton. Ce qui fait qu'à la fin de ces 3 tours, c'est Verstappen qui a repris la première place. Tu te souviens, toi, avoir éventuellement peut-être étonné un petit peu de la gestion de cette partie de course, notamment par Mercedes? Ce qui était à ce moment-là, et bon, c'est difficile de juger, parce qu'encore une fois, on n'a pas forcément tous les éléments, mais c'était évident que finalement, s'il n'arrêtait pas Hamilton tout de suite, forcément, Verstappen, en repartant avec les pneus neufs, allait sortir 2 tours ultra vite et allait forcément repasser devant. C'est ce qui s'est donc passé. Et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est vrai que ça a donné d'ailleurs, franchement, un peu tout le long du Grand Prix, ils ont subi finalement la situation Mercedes. Et c'est vrai qu'ils ont plus l'habitude d'imposer une stratégie et d'être en amont de la stratégie, alors que là, franchement, on a eu le sentiment qu'ils essayaient de se caler, ils ont été en retard dans la décision. Finalement, on en parlait un petit peu en off tous les deux.
Pourquoi ne pas décaler les deux stratégies entre Hamilton et Bottas? On a l'impression d'une espèce de lourdeur, on va pas dire administrative, mais il y a un moment donné, on a presque un petit peu l'impression qu'ils ont du mal dans la réactivité, là où on sent Red Bull extrêmement réactif et capable de prendre les risques et les décisions extrêmement rapidement. Mercedes, on a l'impression d'une espèce un peu de lourdeur et depuis 2-3 Grands Prix, un peu en retrait. Et bon, de toute façon, ils le savent et c'est un sujet qui est abordé en ce moment beaucoup par leur pilote avec Hamilton, qui se pose quelques questions à comprendre pourquoi. Et à un moment donné, là, ils ont pris le pas sur Red Bull. Mais c'est vrai que la stratégie, le fait de toute façon, ils le savaient, de ne pas arrêter Hamilton dans les 2 tours qu'on suit. Voilà. Il le savait de toute façon que Verstappen allait passer devant. Donc Mercedes perd le commandement et on arrive au 33e tour où là on se doute, Tristan, je pense que tu es comme moi, tu t'es souvenu de Barcelone où on se souvient très bien qu'Hamilton plonge dans les stands et qu'effectivement ça surprend Red Bull. Et là on s'est dit, il y en a forcément une des deux équipes qui va tenter le 2e arrêt au stand pendant que l'autre tentera d'aller au bout. Bon, laquelle? Qui allait prendre l'initiative? Moi, je me souviens avoir pensé que 22 tours avant l'arrivée, puisqu'il y avait 55 au total, on est au 33e tour, il y a encore 22 tours à faire, on arrête Verstappen. Moi, j'ai craint que c'était too much, quoi. Est-ce que tu te souviens avoir pensé quelque chose ou avoir... Toi, d'ailleurs, naturellement, tu préférerais tenir les pneus jusqu'au bout, en tant que pilote, là, je parle, hein, ou est-ce que tu aimerais plus des stratégies agressives? Alors, c'est franchement des sujets qui ne sont pas évidents parce que des fois on se les pose nous-mêmes en endurance. C'est pas forcément, c'est pas évident d'avoir cette réponse. Pourquoi? Parce que ça dépend de votre dégradation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que Mercedes et Hamilton, parce qu'à un moment donné du Grand Prix, je ne sais plus exactement à quel tour, ils ont une conversation et Hamilton les rassure sur la tenue des pneus. Et il était en dur. Ouais. Et c'est vrai qu'à un moment donné, pendant une dizaine de tours, Hamilton a aligné des temps qui étaient très corrects. Et effectivement, ils ont un problème un peu de graining au départ. Et il se nettoie. Et à ce moment-là, après, il a tenu un rythme qui pouvait tout à fait laisser penser que la stratégie à un arrêt pouvait être la bonne. Et ça n'a pas duré très longtemps. Mais suffisamment longtemps. Et je pense au-delà du 35e tour, Hamilton était plutôt satisfait du comportement de la voiture, même si c'était pas évident. Le pace, le rythme en course était bon. Et à un moment donné, ils auraient pu réfléchir à une stratégie un peu différente et ils ont fermé cette fenêtre parce qu'ils ont laissé Hamilton en piste trop longtemps. Mais à un moment donné, il y a une conversation à la radio entre Hamilton et le team. Et Hamilton est plutôt rassurant. Oui, c'est vrai, tu fais bien de le rappeler. Et en plus, Hamilton, c'est un maître dans la gestion des pneus. Combien de fois il en a fait des Grands Prix où il est exactement. allé... Et je pense que lui-même, à un moment donné, s'est senti plutôt correct. Il a demandé les écarts. L'ingénieur l'a rassuré. Et c'est vrai que pendant une dizaine de tours, on s'est dit, Hamilton va gagner. Oui. Parce que s'il tient ce rythme... Oui, il Verstappen ne reviendra pas. Voilà, c'est ça. Mais moi, je ne peux même pas m'empêcher de penser que Verstappen n'y a pas tout le temps cru non plus. Exactement. Exactement. Et honnêtement, il y a un moment donné, franchement, on pensait que... Et moi-même, je me suis dit, bah là, bon, ok, il a encore gagné. Ouais. Là, bravo. Ça ne va pas le faire. Et finalement, ça s'est écroulé. Oui. Et les 10 derniers tours ont été catastrophiques. Alors, c'est ça. Pour les 2 pilotes Mercedes. Alors, ça s'est écroulé pour 2 raisons, j'ai l'impression. La non-résistance de Bottas. C'est sûr que j'imagine la stratégie Mercedes, on suppose qu'il y a un tampon, un élément tampon qui va bloquer encore plus, évidemment. On n'est pas censé le penser, mais enfin, on pouvait l'imaginer. Et c'était le rôle dévolu à Bottas. C'est de bonne guerre, on va dire ça. On l'a tous anticipé. Or, Bottas ne résiste pas du tout à Verstappen et même pas à Perez. Pas résister. Si, il a essayé. Enfin, je ne peux pas dire qu'il a réussi. Mais non, là, moi ça m'a fait hurler parce que c'était le seul, à un moment donné, quand on a vu le rythme de Verstappen et la dégradation d'Hamilton, le seul rempart à la victoire de Verstappen, on pouvait tout à fait l'imaginer quand même à ce moment-là, c'était Bottas. Alors on ne va pas dire que c'est de faire de l'antisportif, mais tout simplement quand même Bottas étant 2e de la course,
il a quand même le droit de défendre sa place et de jouer la deuxième place au Grand Prix. Et il n'est pas censé se dire ça y est, c'est mort, de toute façon, je ne vais pas tenir. Donc, on pouvait quand même tout à fait imaginer qu'il arrive à tenir Verstappen un tour et demi. Et franchement, ça aurait... Le fameux tour et demi. Exactement. Je pense que ça aurait probablement suffi. Ouais. Et ce qui a coûté la victoire quand même à Hamilton, c'est quand même l'erreur de Bottas, parce que ça vient pas de l'attaque ni de quoi que ce soit. Bottas, il se loupe à Signe, un peu tout seul. Ouais, il se loupe à la chicane. Oui, en fait, oui, il se loupe à la chicane, va freiner trop tard et il ouvre la porte à Verstappen. Bah oui, donc rien de perdu. Là où on s'est dit, et il ne pouvait pas passer. Verstappen était trop loin. Ouais. Enfin, non, franchement, là, donc du coup, tu me dis que quand Bottas à la radio hurle en disant les gars, personne ne m'écoute dans cette équipe, je vous avais dit qu'il fallait pas faire une putain de stratégie à un arrêt de. Pourquoi personne ne m'écoute? Oui. Tu réagis comment alors? Ah non mais, enfin moi, ça n'engage que moi, hein, mais c'est-à-dire que quand on vient de faire une boulette comme ça et qu'on vient d'ouvrir la porte à Verstappen pour que Verstappen aille se faire, que Hamilton après se fasse bouffer, j'aurais une tendance à être un peu profil bas. Perso, je pense pas qu'il était dans une position à venir engueuler son équipe à la radio, aux oreilles du monde entier. Je pense que là, moi de mon point de vue, et on te le demande, je pense que la situation ou le renouvellement de son contrat, alors soit il le sait, c'est mort, et auquel cas les langues se la joue perso, et il a envie de dire ce qu'il a envie de dire, et voilà. Mais franchement, au vu de trois éléments depuis le début de l'année, il marque franchement le pas avec Hamilton. Là, la boulette, l'engueulade à la radio aux oreilles du monde entier, ça finit par faire beaucoup. Enfin, moi, je suis patron de Mercedes. Je pense que la décision, elle a été prise au Grand Prix de France. Alors, cela étant, donc, c'est passé pour les Red Bull, mais il y a encore évidemment Hamilton à aller chercher. Moi, je te le dis franchement, de mémoire, à 5 tours de l'arrivée, ça stagne à 5 secondes. Moi, j'y crois plus. Je me dis, ça ne fera pas. Hamilton va réussir à bien gérer. Toi, tu anticipais plus que ça allait le faire? Mais alors moi, j'étais sûr qu'il allait remonter. Mais alors, je ne sais pas pourquoi, mais principalement déjà parce que il n'a pas stagné beaucoup. Il y a un moment donné, il a pris du trafic. Il a pris du trafic et ça a stagné pendant 2 tours. Mais à la régulière, il revenait d'une seconde un tour quand même. Hein. Et que là quand on a vu qu'il restait 6-7 tours, qu'il y avait 5 secondes, qu'à un moment donné, il revenait d'une seconde et demie au tour, rien qu'au DRS, avec cette règle et cette technique du DRS, surtout au Castellet, c'est quand même assez facile d'être à moins d'une seconde à l'attaque de la ligne droite. Et là, franchement... avec le DRS, le moteur Honda qui marche franchement très très bien, on peut même pas bouchonner. C'est-à-dire que de toute façon, Hamilton il se met à gauche, il va passer à droite, il reste à dos, Verstappen à gauche. Là, on l'a vu tout le Grand Prix que finalement, à partir du moment où il y avait 7-8 dixièmes à l'attaque du turn 7, excusez-moi, mais de l'attaque de la ligne droite, avec le DRS ça passe de toute façon. Donc là franchement... Alors c'est vrai que sur Canal, Jacques Villeneuve avait tendance à penser que les pneus se dégradaient trop chez Verstappen, qu'il avait laissé passer sa chance en quelque sorte. Jacques a pensé là exactement. Où Julien Febvre a plus pensé que ça allait et moi j'étais complètement d'accord avec Febvre parce que pour moi, je le voyais pas tenir. Il y avait vraiment un gap. Et encore une fois, à la fin, quand on sait qu'on se rapproche, il y a ce DRS qui permet au Castellet franchement de passer. Moi, j'étais franchement très inquiet et j'étais vraiment plutôt Febvre, alors que je suis d'accord avec toi. Jacques Villeneuve avait exactement la même analyse que toi et lui était presque serein pour Hamilton. Mais pourquoi aussi, je pense que Jacques, et moi à mon modeste niveau, c'est qu'on anticipait le fait que c'est bien beau de revenir comme une balle sur son adversaire, encore faut-il le doubler. Alors tu viens de nous développer l'argument du DRS, qui effectivement est imparable. Mais j'imaginais, c'est vrai qu'Hamilton, peut-être, opposerait aussi un petit peu plus de résistance à Verstappen. Quel est ton avis là-dessus ? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que, alors, ce qu'il y a, c'est que le DRS, c'est un peu particulier au Castellet parce qu'il y a cette grande courbe qui est le virage 6 qui tombe sur le 7. Et
étant une courbe qui est quand même assez large, on arrive à prendre des trajectoires un peu différentes. Et donc on peut sacrifier un peu l'entrée, ressortir un petit peu plus à l'intérieur pour éviter d'être trop déventé. Et on arrive, on est vraiment déventé à partir de 6 dixièmes, 6-7 dixièmes. Sauf que là, il fallait être en dessous de la seconde. Et là, franchement, c'était pas très compliqué. Au Castellet, c'est pas compliqué de pouvoir se décaler un petit peu, de pas trop être déventé pour rentrer dans la seconde. Et à 8 dixièmes, on a vu que systématiquement, que ce soit avec les McLaren ou avec Gasly, systématiquement, lorsque à l'attaque de la ligne droite, c'est 8 dixièmes ou moins, avec le DRS, ça passe systématiquement. Donc, c'est un peu la configuration du circuit qui fait que... Mais il n'empêche que c'est vrai. En tout cas, moi, je me suis un peu posé la question. J'étais quand même assez étonné que Hamilton s'est décalé un peu vers la gauche. Il avait tout à fait la possibilité, et franchement, personne aurait été choqué qu'évidemment, il essaie de tenir sa place. Il est en train de jouer, il reste 2 tours, et il est en tête du Grand Prix. On ne peut pas lui en vouloir qu'il aille se mettre à gauche. Premièrement, c'est autorisé. Et qui force Verstappen à passer à droite. Et quand on voit le freinage et que c'est quand même assez serré et qu'ils arrivent vraiment à 2 de front, je pense que Hamilton, s'il était corde, je pense qu'il y avait tout à fait moyen, en tout cas pour ce tour-là, de tenir Verstappen. J'étais assez étonné, c'est vrai, assez étonné de voir que Hamilton se décale un petit peu à gauche. Il a encore tout à fait la possibilité d'aller fermer la porte à l'intérieur. Finalement, la laisse ouverte et n'oppose aucune résistance à Verstappen. Ça m'a donné un peu l'impression, parce que de vivre avec un casque sur la tête, on peut avoir, parce que le Grand Prix a été très difficile honnêtement pour les 2 pilotes Mercedes. En tout cas, ils ont été dans un rythme d'intensité totale ça a été compliqué, avec une dégradation. Ils sont restés sur une stratégie, un arrêt. Ils ont subi quand même la situation. Ça a été dur face aux 2 Red Bull. Et ça m'a donné l'impression qu'Hamilton, un peu désabusé. Ouais. Voilà, mais a un peu lâché l'affaire, ça que tu veux dire franchement, pour ne pas fermer la porte comme ça, quand je l'ai vu ne pas opposer, vraiment, il n'y a eu aucune résistance. Pour être clair, il n'a pas essayé. Je pense vraiment que la dégradation était tellement importante qu'il s'est dit, de toute façon, s'il ne me passe pas là, il va me passer le tour d'après. Je pense qu'il s'est vraiment dit, c'est impossible de le tenir. Ou un peu désabusé, de dire il y en a marre. Pourtant je pense pas, je dis ça et je pense pas, parce qu'un garçon de ce calibre là, normalement ça n'a pas ce genre de raisonnement, mais depuis quelques Grands Prix on voit bien qu'il y a quand même quelques commentaires ouverts et qui se posent des questions sur le rythme qu'ils ont perdu depuis 3-4 Grands Prix, quoi. Si on nous avait dit qu'au bout de 7 Grands Prix seulement, il y avait 12 points de retard pour Hamilton sur Verstappen au championnat et 37 de Mercedes sur Red Bull, c'est sûr qu'on l'aurait pas cru. Non. Et pourtant c'est le cas. Non, puis c'est-à-dire que c'est pas forcément la première fois, mais par le passé, Mercedes a su réagir très très vite. Et là, il faut quand même admettre que depuis effectivement 3 Grands Prix, facile, on ne voit pas véritablement d'évolution sur la perfomoteur. Il semble se plaindre un peu de perfomoteur comparé au Honda. On voit pas de réaction ou d'évolution claire de Mercedes. Donc c'est vrai que là, ça va devenir quand même, je pense, un peu inquiétant, parce que c'est vrai que s'ils ne réagissent pas, Pérez fait un bon boulot, et je pense que le titre constructeur peut tout à fait échapper à Mercedes. Écoute, je profite de ta présence pour passer en revue, parce que c'était la grande affaire de ce Grand Prix de France. Ça a été ce duel fabuleux qui se double maintenant, et on l'a suffisamment dit, d'options stratégiques où on sait qu'ils ne seront pas au même niveau, les 2 équipes. C'est ça qui est génial, c'est une sorte de double duel. Il y a le duel sportif pilote contre pilote, mais il y a aussi un duel d'équipe avec 2 stratégies qui, quelque part, sont aussi... Sur le papier, honnêtement, il faut être honnête, ça peut très bien fonctionner d'aller au bout du Grand Prix en ne s'arrêtant qu'une fois. Et ça peut aussi effectivement fonctionner en s'arrêtant une 2e fois et en tentant de mettre tout le monde d'accord. Les 2 stratégies sont opposées et elles sont, chacune des équipes l'utilise. C'est génial parce qu'il y a une vraie opposition de style. Ça, c'est vrai que là, on a... Et la preuve, les 2, honnêtement, c'est facile de dire après, il fallait faire ça, il fallait faire ci, mais encore une fois, on est en train de parler de 2 tours. Oui, c'est ça. Sur ça. On va pas dire un tour et demi. Tour et demi. On peut pas. C'est quand même
on peut difficilement dire il y avait la bonne et la mauvaise, même si au bout il y a une victoire. Ça se joue tellement à rien sur 55 tours. Franchement, les deux stratégies se valent. Si on se met à la place des ingénieurs et même des ordinateurs, il faut savoir anticiper la dégradation des pneus, ce qui n'est pas possible. On peut éventuellement... et puis le trafic, on ne peut pas tout deviner non plus. Elle est ajustée, cette stratégie, par les ordinateurs et les logiciels qu'ils ont en place. Chaque tour, la stratégie, elle est remise en question avec le rythme. Les logiciels sont capables de prendre en ligne de compte chaque tour, la dégradation et le lap time des autres pour savoir les stratégies des uns et des autres. Mais quand on voit un tour et demi à la fin du Grand Prix, c'est quand même... Ça aurait très bien pu le faire en faveur d'Hamilton. Tout à fait. Allez, je profite de ta présence, Tristan, pour passer en revue les quelques autres forces en présence et de poser en rafale quelques questions. Mais c'était, voilà, notre grand chapitre aujourd'hui, c'était vraiment ce duel et tous les faits marquants de ce Grand Prix de France. Bon, moi, Norris m'épate depuis le début de la saison. Il est le seul à avoir scoré à tous les Grands Prix. Il est devant Bottas au championnat, faut-il le rappeler. Alors là, il fait 5, derrière les 4 top teams. Je crois qu'encore une fois, il se met en évidence. T'es comme moi, t'es assez séduit de nouveau, et encore par Norris. Ouais, il y a une étincelle. On sent une espèce d'étincelle, surtout depuis le début de l'année. Et franchement, pourtant, il a un équipier qui est quand même solide, et Ricciardo, il l'a prouvé. Donc non, il fait un super boulot. Pas d'erreur. Au point que il arriverait à en faire perdre le sourire à Ricciardo là. Oui, exactement. Et il termine encore une fois devant lui, même si les deux McLaren ont fait un peu feu d'artifice. On les a vus en début de course, c'est plutôt Ricciardo qui doublait tout le monde. Ça a été Norris, mais franchement, en termes de perfo, il y en a un qui finit, c'est le même, c'est ça, qui termine devant, ok. Mais les deux pilotes, Ricciardo a été très très bon quand même. Il a su. On peut pas vraiment dire qu'en perfo pur. Norris était au-dessus de Ricciardo, mais il termine malgré tout, il termine devant, il passe Ricciardo, pas faute quand même d'avoir lui essayé d'opposer une résistance claire et franche. Donc non, c'est clair. Norris, tableau d'honneur encore une fois à Lando Norris. Absolument. Tableau d'honneur aussi à Pierre Gasly qui lui, pour la 6e fois de suite, termine dans les points. Alors c'est pas toujours des points équivalents à la 4e ou 5e place, mais ça devient solide et on a le sentiment que Pierre a vraiment trouvé un rythme qui fait que moi, c'est comme ça que je résume la situation. Il a pratiquement à chaque fois maintenant le meilleur résultat possible pour lui et pour une AlphaTauri. En tout cas là, je vois pas comment il pouvait faire mieux que 7 parce que les deux McLaren étaient un peu au-dessus aussi par rapport à lui, quoi. C'est vrai. Même si il a été longtemps, pas loin de la 5 et 6e place. Mais en tout cas, là où il faut saluer la performance, c'est aussi quand même en qualif parce que même si il n'y a jamais de bons pilotes sans bonne voiture. Donc il faut quand même. Je pense que cette AlphaTauri est une excellente auto et elle fonctionne très bien et elle lui permet de faire ça. Mais en qualif, encore faut-il le faire. Et en qualif, là où on parle de perfo pur, où là on peut plus parler véritablement du talent du pilote et de faire la différence avec la machine, il a été encore présent et c'est vrai qu'il devient régulier et il le fait tous les week-ends. Vraiment, je pense qu'ils vont avoir du mal, je pense, à le garder dans l'effectif parce qu'aujourd'hui, si on pense à un remplacement, s'il y a un choix à faire quand même d'un pilote dans le paddock, Gasly devient quand même une valeur sûre. Ouais, tout à fait. Tu as parfaitement résumé la situation. Chez Alpine, force française oblige, on était à domicile. Alors c'est vrai que ces derniers Grands Prix, on avait suffisamment loué je dirais la bonne prestation d'ensemble de Esteban Ocon et le relatif endormissement de Alonso. Là, ça a été l'inverse. C'est Fernando Alonso qui a tenu à bout de bras, je dirais, l'équipe Alpine. Il a fait du bon boulot. Il fait 8, et puis on l'a vu. Il a fait du bon boulot et là aussi. Alors après, il faudrait que... Alpine sont aussi en train de se reconstruire avec beaucoup de nouvelles têtes, avec nouveau management et beaucoup de choses quand même assez nouvelles. Mais malgré tout, ce week-end, on peut en dire autant d'Alonso. Il a fait un super boulot sur la grande partie du Grand Prix. Je ne pense pas qu'Alonso puisse faire mieux et que l'Alpine méritait cette place. Et Ocon a marqué un peu de pas effectivement sur Alonso ce week-end. Une fois n'est pas coutume. C'est vrai que depuis le début de l'année, c'était quand même plutôt Esteban qui était en avant. Mais c'est vrai que cette Alpine, elle marque le pas. Là.
elle a clairement souffert quand même. Sur la moyenne, elle est derrière, derrière les McLaren, clairement. Encore 2 questions à te poser, Tristan. Vettel à Monaco, puisqu'on avait fait le débrief, tu te souviens qu'il avait fait une formidable 5e place. Il a enchaîné à Bakou avec un podium. Là, il fait 9. Bon, on a quand même le sentiment que ça y est, ça revient un peu quand même le Sébastien Vettel qu'on apprécie. Qu'on connaît. C'en est presque étonnant. Alors il faudrait être une petite souris pour effectivement comprendre, mais je pense que ça vient aussi forcément d'une sérénité dans l'équipe ou d'une intégration, et que les pseudo contre-performances, enfin les pseudo, non, c'est que quand même le début d'année a été compliqué, même quand même pour lui, hein. Je pense qu'il doit y avoir vraiment une confiance, on sent qu'il est à l'aise, il n'y a pas de déclaration incendiaire ou de petits pics dans cette équipe. On a le sentiment que Stroll aussi a pris le pas et est revenu un peu à sa place, et du coup ça laisse plus de place dans l'équipe à Vettel, qui je pense retrouve un peu sa place de leader et qui lui convient bien. Non, franchement, moi très, très content pour Vettel, parce que j'ai un bon a priori sur ce garçon, et qui méritait pas un peu le lynchage, mérité ou pas, en tout cas les contre-performances depuis bientôt 2 ans. Là, c'était très, très heureux pour lui de pouvoir le revoir aux avant-postes. Je ne sais pas si tu as vu cette petite vidéo que j'ai vue moi-même par hasard quelques heures avant de te rencontrer. On est au départ sur la grille de départ du Castellet, et Mick Schumacher appelle Sébastien Vettel. Ils sont casqués tous les deux, donc je pense qu'ils vont vraiment s'installer dans leur baquet dans vraiment pas longtemps. Et Mick Schumacher lui demande quelque chose, et Vettel se penche à l'intérieur du baquet de la Haas, et on les voit papoter tous les deux, mais avec un Vettel en mode un peu presque paternel, prof, et qui vient conseiller ou aider Mick Schumacher. Alors bon, tu l'as pas vu, donc c'est difficile pour toi de la commenter, mais tu as déjà vu ça, un pilote d'une équipe adverse qui t'appelle et toi tu vas venir donner ton conseil? Enfin, c'est incroyable. Alors, évidemment, il y a une filiation peut-être allemande, ou par rapport évidemment au nom de Schumacher, mais très étonnant. Et moi, encore une fois, je me suis dit, Vettel, classe, super, quoi. Non, mais je crois qu'ils ont... tout ça est lié à Michael Schumacher. Oui. Et il s'est exprimé sur le sujet, et dire que Michael l'avait vraiment pris sous son aile, et depuis tout petit, et il avait vraiment aidé quand il en avait besoin. Et je pense que Vettel a tout simplement à cœur de faire tout ce qu'il est possible pour rendre ce qui lui avait été donné par son père à Mick. Donc je pense que la différence d'âge aussi, on peut pas dire qu'il y a une rivalité. Il y a un tout jeune garçon qui démarre chez Haas, lui, même si sa carrière n'est pas terminée, mais c'est quand même plus derrière, et ce qu'il avait approuvé, il l'a fait. Donc il n'y a pas de rivalité, et je pense qu'il a à cœur d'essayer de rendre ce que lui avait donné son père. C'est le cas. Non, c'est vraiment une belle image, je pense. Et puis la dernière question va concerner Ferrari, puisque donc on s'était quitté avec une pole quand même de Leclerc, et Dieu sait qu'on en avait parlé de la désillusion. Évidemment, ça avait été un événement. Charles a enchaîné par une autre pole à Bakou. Donc la Ferrari, effectivement, nous a quand même offert 2 grands prix assez fabuleux. Et puis là, t'as vu, incroyable. Charles Leclerc 16e à la régulière, Sainz 11e, pas de points pour Ferrari, au fond du trou, aucun rythme. Là, on s'y attendait pas à ce point-là, de retomber. Mais je crois pas, je sais pas s'il y a des explications, j'en ai pas vu non plus. Il y en a sûrement, mais il faudrait être dans les petits papiers, et être vraiment dans l'équipe avec les ingénieurs. Et après, tout ça s'explique par des choix techniques de l'auto, et on sait que parfois des tracés ne conviennent pas du tout à l'auto, l'empattement de la voiture, et tout un tas de choses comme ça. C'est vrai qu'il y a des disparités de performance là où finalement Mercedes, Red Bull, McLaren, je citerai aussi Gasly avec la Toro Rosso, il y a une espèce de constance quand même dans la performance, et on voit qu'il y a une hiérarchie qui tous les week-ends est plus ou moins respectée. On peut pas dire, finalement Ferrari c'est quasiment la seule à faire des sauts de mouton comme ça, avec d'être capable d'être P16 comme en pole position. J'avoue que c'est vrai que c'est assez étonnant. Non, j'ai pas l'explication de ça, et je pense qu'il faudrait être dans les petits papiers et dans la technique pour répondre à cette question-là.
Tristan, je vais te remercier vraiment beaucoup d'avoir repris ta place naturelle dans l'Afterlap, le podcast du Sport Auto, d'être notre consultant F1. Toujours un grand plaisir de t'écouter. Si je me projette quand même sur les 2 Grands Prix à venir, parce qu'on va avoir ce qu'on appelle un double header, donc les 2 Grands Prix en Autriche, dis donc, ce circuit, a priori, c'est quand même aussi un circuit pour Mercedes, parce que ça me semble très bien convenir, et l'an dernier, ils avaient gagné. Mais en même temps, on est au Red Bull Ring, et je me souviens qu'il y a 2 ans, Verstappen, il nous avait fait un Grand Prix génial pour aller battre Leclerc, justement. Ouais. Ça serait pas justement le terrain idéal pour vraiment avoir une super opposition encore? Que les 2 devraient être à l'aise, non? Oui. T'anticipes quelque chose d'autre? Oui. Non, je me dis que la Ferrari peut être pas trop mal, parce que c'est un circuit qui est assez sinueux, qui peut correspondre à finalement un peu ce qu'ils ont vécu là où ils étaient très bien, c'est-à-dire des circuits un peu, j'allais dire urbains, mais... Ouais. Attends, mais moi, Spielberg, enfin le Red Bull Ring, je l'appelle pas sinueux. Ah, pourtant c'est beaucoup de virages, c'est petite ligne droite. Oui, c'est ça. Ouais, petite ligne droite, beaucoup de virages. Ah oui, toi, tu nuances un peu plus. Même nous en LMP2, c'est quand même une typologie de circuit qui est quand même assez, c'est quand même du lent avec beaucoup de virages à 180, une épingle serrée au bout. Non, je pense que je me dis avec Ferrari pourrait avoir un rôle à jouer, ne pas être trop mal. D'accord. Après je suis d'accord que c'est quand même le terrain de jeu de Red Bull. J'ai envie de dire, il faudrait pas que Red Bull soit trop bien, parce que là, si Verstappen se met à gagner les 2 autres Grands Prix, ça va commencer à tuer le suspense. Ouais. Donc ce serait vraiment dommage pour Mercedes. Mais bon, c'est certain qu'on va avoir les deux loustiques devant. En théorie, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Et petit avantage, effectivement, quand même, ils jouent à domicile. Ça tombe même plutôt assez mal dans la typologie du championnat, là, tout de suite, où Mercedes aurait bien besoin de remarquer le pas et venir recoller, d'avoir 2 Grands Prix coup sur coup au Red Bull Ring. J'ai peur que si Verstappen ne fait pas de bêtises, que ça ne marque le pas sur les Mercedes. Ouais. Mais franchement, c'est tellement serré que ça peut être encore des très beaux Grands Prix. Bon. On va voir ça. Je ne désespère pas de revenir te voir après le 2e Grand Prix. Pas de Styrie qui va être en 1, mais après l'Autriche. On en reparlera, mais je dis à nos auditeurs qu'on va tout faire pour se retrouver de nouveau, pour que tu nous éclaires de tes pensées. Je vais te libérer parce que je crois que tu as bien mérité maintenant d'aller prendre un petit peu de repos. Mais tu as parfaitement tenu le coup, impeccable, un vrai pro, un vrai sportif de haut niveau. Bah oui, il faut que tu assumes, hein, tu es un sportif de haut niveau, donc voilà, hein, tu dors peut-être un peu moins parfois que les autres. C'est un entraînement pour le moment. Voilà, exactement, c'est ce qu'on disait. Tristan, porte-toi bien, repose-toi bien, et on se retrouve très vite parce qu'il y a encore des choses à dire sur cette saison de F1, bien évidemment. Mesdames et messieurs, Tristan, sur vos applaudissements. Allez, salut Tristan. Merci à toi.